Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité, en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique, et aujourd'hui je voudrais partager avec vous une expérience de ma vie qui remonte à 30 ans maintenant. Oui, c'est ça, à peu près une trentaine d'années. J'ai vécu 2 ans à Dallas, au Texas. J'étais jeune ingénieur, c'était pas mon premier poste, mais j'ai été embauché par une entreprise multinationale franco-italienne, semi-conducteurs, donc fabricant de semi-conducteurs, donc ST Microelectronics pour ne pas la nommer, à Grenoble. Et en fait, j'ai été embauché à Grenoble pour aller travailler à Dallas, au Texas, sur le site de cette entreprise qui était à Dallas, dans la banlieue de Dallas. Et donc j'ai travaillé 1 an à Grenoble pour des raisons de formation, parce que là c'était vraiment mon premier poste, et des raisons administratives, préparation du dossier, le visa, etc., puisqu'il fallait démontrer à nos chers amis américains que je n'allais pas prendre la place de quelqu'un, mais qu'on avait besoin de mes compétences qui étaient très spécifiques. Et j'avais une spécialité en effet très spécifique, parce que j'étais ingénieur process en gravure plasma, donc je préfère pas vous expliquer ce que c'est, mais disons que c'est un domaine très pointu dans la fabrication des circuits intégrés, des puces électroniques, et j'avais cette spécialité, et j'avais continué ma spécialisation pendant cette année de travail à Grenoble, dans le centre de Grenoble. Et donc, au bout d'une année, donc en 97, je suis parti, ou enfin 96, je sais plus, je suis parti au Texas pour y vivre. Alors, je n'étais pas parti spécialement pour 2 ans, j'étais parti pour 2 à 5 ans. Alors, je reviendrai peut-être plus tard sur la raison de mon retour, mais en tout cas, le départ a été assez exceptionnel. Moi, j'étais jeune, j'avais moins de 30 ans, et je découvrais, voilà, je n'étais jamais sorti de mon pays. J'avais voyagé un peu avec mes parents quand j'étais jeune, mais nos voyages se limitaient à prendre le ferry pour aller en Angleterre ou la voiture pour aller en Belgique ou en Espagne, mais jamais je n'avais voyagé ni pris l'avion pour sortir du continent européen. Donc c'était mon premier, alors c'était pas mon premier parce que j'y étais allé donc pour les entretiens d'embauche à Dallas, passé quelques jours, et à partir du moment où j'avais été retenu, j'étais donc rentré en France pour un peu plus d'une année. Et donc quand j'ai déménagé, c'était le déménagement définitif, avec un aller simple, un billet aller simple, et le peu d'affaires que je possédais, parce que jeune ingénieur, j'avais encore rien acheté, je vivais dans un meublé, quelques valises et voilà, un petit peu de bazar, mais pas grand-chose en fait de déménagement. Et je suis arrivé, je débarquais donc à Dallas, parlant un anglais plutôt approximatif et pas du tout habitué à l'accent texan, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc je commençais. Alors évidemment, on était pris en charge, l'entreprise qui m'employait m'avait aidé à trouver un appartement, ouvrir un compte en banque, prendre une assurance, voilà, toute la partie administrative qui est quand même assez chiante, il faut être très honnête, quand on redémarre à zéro, comme ça, dans un nouveau pays. J'ai même dû repasser mon permis de conduire complètement, intégralement, le code plus la conduite, parce qu'ils ne reconnaissaient pas le permis européen. J'ai un permis de conduire du Texas,
Et, euh, et donc voilà, me voilà reparti pour une nouvelle vie dans un appartement, un duplex qui était très sympa, une belle résidence avec piscine, salle de sport, enfin tout le confort qu'on peut imaginer. Et puis, euh, et puis j'y ai rencontré ou retrouvé des amis ou des collègues français comme moi, parce que je n'étais pas tout seul, quelques Français là-bas, plus d'autres qui étaient déjà présents, parce que je rappelle, c'est une entreprise franco-italienne installée aux États-Unis. Et donc c'était vraiment une vie à l'américaine, comme on peut l'imaginer dans les séries télé, hein, c'est-à-dire que on travaillait, le soir on sortait boire des verres dans les bars, et puis le week-end on se retrouvait autour des piscines d'une résidence ou d'une autre, avec le barbecue et pool party, des choses comme ça, voilà. Euh, Ça c'était vraiment l'ambiance comme on peut l'imaginer. Évidemment, alors ce qui est très difficile, c'est pas de rencontrer les Américains, mais c'est de se faire des amis américains. Moi, j'y suis resté 2 ans, j'ai zéro ami américain. Parce que ce sont des gens assez superficiels, très gentils au premier abord, mais c'est très difficile de créer des liens. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu les invites, tu organises une soirée, tu invites les Américains, tout le monde te dit oui, mais il n'y a personne qui vient. Ou il y en a un sur deux. Et puis, ils s'excusent pas. Donc, c'est vraiment une mentalité très différente de la mentalité européenne. Donc, finalement, au bout d'un moment, on se retrouve qu'entre Français ou Européens. Et puis, bon, voilà, ça c'était un peu le travers de mon expérience américaine. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que je peux partager avec vous, c'est que, en effet, je suis arrivé avec un anglais pas exceptionnel, très scolaire, appris à l'école française, donc vous pouvez imaginer le niveau. Et il m'a fallu, alors je me souviens bien, il m'a fallu exactement 6 mois d'immersion totale pour arriver à rêver en anglais, écouter la radio ou regarder la télé sans avoir besoin de transcription ou de sous-titrage, que mon cerveau n'ait plus besoin de faire de traduction en français. C'est-à-dire que je comprenais complètement les messages à la radio ou à la télé, ou au travail bien évidemment, directement en anglais. J'avais plus besoin de traduction. Et oui, en effet, je rêvais en anglais. Donc il m'a fallu à peu près 3 mois, j'étais très confortable, et c'était vraiment au bout de 6 mois où il y a eu cette espèce de déclic, si on peut appeler ça comme ça, qui fait que mon cerveau fonctionnait en anglais du matin au soir, et ça ne me fatiguait plus. Parce que j'avoue que les 6 premiers mois, travailler en anglais toute la journée. Alors après, on faisait un petit break entre français, on va dire en fin de journée, mais la radio, la télé, le cinéma, tout le temps en anglais, en anglais, en anglais, il faut que le cerveau s'habitue. Et moi, j'avoue que j'ai été très fatigué et de ça, et de l'acclimatation au décalage horaire. Il y a quand même 6 heures de décalage, si je ne me trompe pas, avec le Texas. Et donc, c'était quand même pas anodin. Donc, mon estomac a mis beaucoup de temps à s'habituer. Alors, je dirais pas 6 mois, un peu moins, mais il y a eu un temps d'acclimatation, on va dire. Ça, c'est le premier point. Temps d'acclimatation, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue intellectuel. Après, il faut aussi s'acclimater au mode de vie américaine, et en particulier, je reviens à la nourriture. Quand on fait ses courses pour la première fois au Texas, c'est une vraie aventure. Alors moi, je me souviendrai toujours la première fois, je suis allé dans un supermarché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Texas, les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, vous pouvez y aller en milieu de la nuit. Alors moi, en plus, je travaillais, ça m'arrivait de travailler tard, hein, de sortir tard, voire de travailler en équipe. Donc, quand je commençais à travailler à 14 heures et je finissais à 21 heures ou 22 heures. Donc, je pouvais aller faire des courses à 23 heures, par exemple, parce qu'il fallait que j'achète à manger. Et la première fois que j'ai fait mes courses dans un supermarché américain, mais j'ai passé 2 heures, et je pense que j'avais acheté 4 articles. On trouve rien, on n'a plus aucune. Alors, c'était il y a 30 ans, hein, je rappelle, hein, la comparaison. Maintenant, je pense que notre mode de vie s'est bien américanisé. À l'époque, il était beaucoup moins. Donc, trouver des produits alimentaires très simples comme du jambon, du pain. Alors, le pain de mie, leur pain de mie est un peu particulier. Donc, il y en a 15 ou 50 sortes différentes. Donc, trouver le pain de mie qui convient. Ils n'ont pas de yaourt, ou très peu. Leurs fruits et légumes, c'est pas toujours très joli à voir. Et ils ont alors les tonnes de chips, des tonnes de produits transformés industriels, voilà. Ça, c'était un peu compliqué. Et vraiment, vraiment, les premières fois, c'était difficile de trouver de la nourriture.
que moi, j'avais envie, en bon français, je voulais cuisiner, quoi, mais les dindes, les poulets, ça faisait 10 kilos, c'était énorme. Pour quelqu'un tout seul, c'était pas possible. Enfin, voilà. Donc, mode de vie à la texane, vraiment XXL. Bon, après, j'ai trouvé on m'a conseillé une chaîne d'alimentation qui s'appelle Whole Food, où on avait même pour l'époque déjà des produits bio, ou en tout cas des produits un peu plus locaux. Il y a un supermarché qui ressemblait un peu plus à un marché européen, on va dire. Et j'ai même pu trouver, alors ça, on a cherché longtemps, mais on a fini par trouver la seule boulangerie de Dallas. Dallas, c'est quand même plus de 2 millions d'habitants, hein, la mégapole. Il y a une boulangerie, où il fallait faire plus d'1 heure de route pour y aller, qui faisait de la baguette à la française. C'était un Français qui l'avait, c'était une boulangerie énorme, hein, il y avait des dizaines d'employés mexicains d'ailleurs, c'était mexicains les employés là-bas. Et c'était un Français qui avait ouvert cette boulangerie, donc ils utilisaient la recette de la baguette française et elle était très bonne, cette baguette. Donc quand on y allait, on achetait quelques baguettes qu'on congelait pour pouvoir avoir un peu de réserve. Donc c'était le seul endroit où on pouvait trouver de la baguette. Et après, il y avait un autre endroit où on pouvait trouver un peu de charcuterie à la française, mais c'est pas glorieux. Et je parle pas du fromage parce qu'on trouve pas. Un fromage digne de ce nom. Moi, je me rappelle une fois avoir acheté un camembert. Ça s'appelait camembert là-bas. Ça ressemblait à un camembert. Je l'ai posé, je l'ai laissé pendant 1 mois à l'extérieur pour le faire mûrir un peu, pour qu'il devienne un peu coulant. Il n'a jamais bougé d'un iota. C'était du plâtre. Il n'a pas moisi, il n'a pas bougé. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Donc voilà, c'est ce qui me manquait le plus en fait à Dallas, c'était des choses bien franchouillardes, du vin abordable, parce qu'en effet, le vin américain, le vin californien, c'est très bon, mais c'est hors de prix. Donc, trouver du vin abordable, c'était compliqué. Le fromage, impossible. Moi qui adore le saucisson, le jambon, ces choses-là, c'était quasiment impossible. Donc on se met à la mode américaine, on mange. Voilà. Alors moi, j'ai jamais réussi à m'habituer au beurre de cacahuète, hein, parce que ça, c'est pas mon truc. Mais donc la nourriture, c'était particulier. De quoi je pourrais vous parler d'autre de mon expérience américaine? Bon, l'intérêt de vivre dans une grande ville telle que Dallas ou une autre, hein, c'est que l'aéroport dessert aussi bien l'international que le circuit national intérieur, et on a pu beaucoup voyager. Enfin, moi, on a beaucoup pris du week-end, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, hein, moi, j'avais 2 semaines de vacances, hein. Quand je dis 2 semaines, c'est 2 fois 5 jours, c'est 10 jours. Voilà, j'étais jeune. J'ai eu 3 semaines au bout de la 2e année ou la 3e année. Mais non, 2 semaines de vacances, donc on n'avait pas vraiment. On pouvait rentrer en France une fois, parce que faire un voyage en France, ça coûtait cher et c'est long, donc on rentre pas pour un week-end. Et donc on pouvait par contre voyager assez facilement. Alors j'ai fait beaucoup de road trips, des Dallas Nouvelle-Orléans, Dallas Santa Fe, Oklahoma City, voilà, pas mal de road trips avec des copains français. C'était vraiment des superbes aventures. Après, on prenait l'avion. Et de Dallas, moi, je suis allé évidemment, je suis allé au Canada, au Québec. Quand la France me manquait, j'allais au Québec pour vivre un peu plus à la française et entendre parler français et manger des choses un peu plus proches que ce qu'on mange au Texas. J'ai pu me rendre évidemment aussi au Mexique, hein, voilà, c'est assez facile. Californie, enfin voilà. Donc on a j'ai pu beaucoup voyager, malgré le peu de vacances. Les billets d'avion en interne étaient pas très chers à l'époque. Le gallon d'essence, hein, n'était pas très cher non plus hein, à l'époque, hein. Moi, je me rappelle, c'était 1 $ le gallon. Donc le gallon, c'est 3,8 litres, hein, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez le prix, quoi. Donc évidemment, on avait tous des voitures avec des gros moteurs. Bon, on n'était pas à l'époque, il fallait économiser l'essence et la crise climatique, ça nous parlait pas beaucoup, hein. Donc que ce soit moi ou mes collègues. Alors, moi, j'avais une voiture de sport, une Mitsubishi 3000 GT, très belle voiture de sport. Voilà. Les collègues qui avaient des grosses voitures américaines, moi j'avais opté pour la japonaise, soit des pick-up, soit des voitures de sport type Camaro, choses comme ça. Donc c'était une expérience. Je me sens très privilégié d'avoir pu vivre cela, hein, d'avoir
d'avoir vécu et expérimenté le American Way of Life, en version texane, ce qui est quand même pas commun, quoi, hein. C'était pas New York, hein, on était vraiment au Texas. La ville voisine qui s'appelle Fort Worth, on y croisait vraiment des gens avec les chapeaux de cow-boy, le Stetson, euh, c'était des riches comment dire, propriétaires terriens, pétroliers. Donc on était vraiment dans l'ambiance Dallas comme la série, hein. Alors dans Dallas même, ça se voit moins, c'est plus la ville d'à côté qui était comme ça. Et puis aller partir en road trip à Oklahoma City par exemple ou à Santa Fe où on traverse les décors de western. À tout moment, on a l'impression que les Indiens vont surgir. On traverse des villages un peu déserts, un peu abandonnés avec vous savez, ces buissons de paille, d'herbe là qui roulent là comme dans les films de cow-boys. Donc tout ça, je l'ai vu, je l'ai vécu et je trouve que c'est une expérience extrêmement riche et fabuleuse et j'en garde un souvenir extraordinaire. Je reviendrai peut-être dans un épisode un jour sur les raisons de mon retour en France, mais c'était pas l'idée. L'idée, c'est de partager mon expérience de la vie américaine et de la vie texane, mais d'il y a 30 ans. Hein. On n'est plus. Alors, ils étaient déjà très à droite et très racistes hein, il y a 30 ans, mais moi, je l'ai pas vécu. Déjà parce que je suis un mâle blanc, donc j'ai pas eu de soucis évidemment de racisme. Et puis il faut être clair, hein, là-bas, les blancs vivent d'un côté, les noirs de l'autre. Enfin, c'est assez spécial. Hein. Par contre, je travaillais dans une entreprise donc, européenne qui employait beaucoup de main-d'œuvre mexicaine et asiatique pour ce qui est de la production. Et puis l'encadrement, nous, c'était italien, français, américain, chinois. C'était multinational. Moi, il y avait de tout. Mon chef était indien, donc né en Inde. Hein. Mon N+2, donc le chef de mon chef, il était thaïlandais. Le directeur était américain. J'avais un collègue français, un collègue chinois, un collègue américain, des collègues aussi des pays de l'Est aussi, je crois un petit peu. Donc on avait cette ambiance aussi multiculturelle et internationale qui est pas ce qu'on voit dans les informations à la télé tous les jours. Et puis un dernier point, moi alors à aucun moment je me suis senti en insécurité ou alors évidemment qu'on a croisé, il m'est arrivé de croiser des gens, alors pas à pied, je veux dire armés. On croisait dans les pick-up. Dans les pick-up, ils avaient leur carabine, comment dire, installée derrière eux là, pendue. Euh, donc on croisait régulièrement. Mais sinon, moi, je me suis jamais senti en insécurité. Je peux partager une dernière expérience, c'est que ouais, les interactions avec la police américaine, c'est quand même un peu spécial parce que bon, c'est eux qu'on voit souvent à la télé. Hein. C'est vrai que ça fout les pétoches quand on se fait arrêter. On s'est fait arrêter une fois, j'étais avec un copain, on sortait d'un bar, donc on avait bu pas grand-chose, peut-être 2 bières. Mais moi, je crois que j'avais pas bu. Et puis le collègue avait bu peut-être 2 bières. Puis on se fait arrêter. Et c'était très drôle. On se fait arrêter, je sais pas pour quelle raison, juste contrôle. Et puis le policier nous demande si on a bu. Et puis mon copain dit oui, oui, j'ai bu 2 bières. Et puis donc il était au volant. Et moi je dis non, non, moi j'ai rien bu. Alors le policier dit mais alors pourquoi c'est vous qui conduisez, monsieur? Pourquoi vous faites pas conduire votre collègue qui a pas bu? Et donc il s'était un peu vexé. Il a fait sortir le collègue qui était le copain qui était en train de conduire. Et il lui a fait le test à l'américaine, c'est-à-dire qu'il l'a fait marcher le long d'une ligne et il l'a fait compter de 100 à 10 à l'envers, en anglais, pour voir s'il était en toute possession de ses moyens. Mais à aucun moment il y a eu d'alcotest ou de contrôle d'alcoolémie ou quoi que ce soit. Hein. Il a juste fait 2-3 petits tests à la con, là, et puis comme mon collègue ça allait, il nous a laissé repartir. C'était quand même, je trouvais extraordinaire. Donc c'était sympa. Mais sur le moment, on n'était pas fiers parce que j'avais pas envie de finir en prison, parce que ça vient assez vite. Hein. On est vite amené au poste de police s'il y a un truc qui va pas avec les policiers, surtout au Texas. Donc voilà mon expérience avec la police d'Amérique du Nord, mais version sudiste, version texane. Voilà, donc je pourrais en parler pendant des heures parce que il y a plein de bonnes choses. On a évidemment plein la vie sociale, elle est fantastique. Hein. Les gens cuisinent peu, mangent tous dans les restaurants midi et soir. Les restaurants sont pas chers. On y mange il y a plein comment dire, de buffets à volonté chinois, italiens.
Il n'y a pas beaucoup de restaurants français. Il y en avait un ou deux où on mangeait correctement, mais voilà, c'était pas comparable avec ce qu'on peut trouver chez nous. Par contre, on avait des restaurants évidemment de steak, quoi, hein, des steakhouse, des viandes extrêmement délicieuses, les hamburgers, les fast-food, tout ce que vous voulez, les centres commerciaux. C'est comme à la télé, quoi, hein. C'est voilà, la vie elle est quand même très orientée autour du commerce et de dépenser de l'argent. Et enfin, les activités principales sont là, hein. En tout cas, Dallas, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de nature. Il n'y a pas de forêt, c'est de la plaine. Les lacs, il y a des lacs, mais ce sont que des lacs qui ont été creusés par l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est pas joli, mais voilà, c'est pas naturel. C'est pas l'endroit le plus touristique des États-Unis. C'est pour ça que quand on pouvait, on prenait la voiture ou l'avion pour voyager. Euh, mais et par conséquent, avec un climat quand même assez doux, chaud l'été et puis plutôt doux l'hiver, on profitait quand même pas autant qu'on aurait aimé de la nature. Même si à l'époque j'étais moins réceptif aux bienfaits de la forêt, entre autres, hein, je pense que la nature me manquait quand même un peu. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est rentré, mais c'est pas la seule. Donc voilà, je suis très content d'avoir partagé cette expérience américaine avec vous parce que ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Et, euh, et c'était une belle expérience. Vraiment, vraiment, j'encourage les jeunes en particulier à, à vivre des expériences, si possible, à l'étranger. Alors les États-Unis, parce que moi c'était mon rêve, mais chacun a ses rêves, hein, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes que moi. Mais j'encourage mes enfants évidemment à aller travailler et vivre à l'étranger pour voir un petit peu ce qui se passe en dehors de France et d'Europe. Voilà mon petit message du jour. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques moments avec moi et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.